Bien, bonjour. Merci Michel de m'avoir donné cette opportunité d'intervenir sur un sujet, qui m'est cher, pas encore assez, mais de plus en plus, et qui, je crois, a toute raison de mobiliser l'ensemble des acteurs du monde financier, dont la vie n'est pas simple sur ce sujet. Je vais essayer de vous le dire en quelques mots, parce que j'ai à peu près un quart d'heure, donc je vais essayer d'être très, très, très synthétique. Après ces remerciements trop rapides, mais très sincères. Je dirige une compagnie d'assurance, CNP Assurance. Le métier d'une compagnie d'assurance est relativement simple à décrire, puisque un assuré verse une prime à un moment donné, et puis arrive un aléa, et c'est le moment d'utiliser l'argent qui nous a été donné pour indemniser cet aléa. Alors, dans certains cas, les aléas arrivent très rapidement. C'est le cas, par exemple, de la couverture, des incapacités de travail, des congés maladie. Tout ça se passe de manière très, très concentrée dans le temps. Et puis, il y a des aléas qui interviennent très longtemps après que le risque ait été couvert. C'est le cas du décès, fort heureusement. C'est le cas du départ en retraite. C'est le cas de l'invalidité, de la dépendance, etc. Et donc, il s'écoule une très longue période pendant laquelle la prime qui a été versée, la cotisation qui a été versée, eh bien, nous la conservons et nous devons la placer de telle manière que, au moment où interviendra l'événement, eh bien, nous ayons fait fructifier ce qui nous a été donné de telle manière que nous soyons en mesure d'indemniser l'aléa. Pardon de ce petit cours d'assurance de base, j'imagine totalement superflu pour vous tous, mais il est important pour comprendre que par construction même, notre métier est d'investir de l'argent sur une longue durée. Mais qu'en même temps, il nous est fait, et c'est le cœur de notre métier, une obligation fiduciaire absolument essentielle, qui est de conserver cet argent, c'est-à-dire de le placer de telle manière qu'à la sortie, nous le retrouvions, c'est ce qu'on appelle le risque, et que pendant toute la durée où nous le plaçons, il soit rémunéré de la manière la plus favorable, puisque bien évidemment, ce taux de rémunération sur longue période détermine le niveau de la prime que nous demandons au départ, n'est-ce pas? Cette obligation fiduciaire, elle est contrôlée, si j'ose dire, par deux moyens. Le premier, ce sont les assurés eux-mêmes, à qui nous indiquons quelles sont les conditions dans lesquelles nous plaçons leur argent, et qui évidemment sont très sensibles au risque, ça va de soi, et au rendement des capitaux que nous plaçons. Et puis le deuxième élément qui détermine nos choix de placement, c'est la réglementation. Nous sommes, et c'est fort heureux, une industrie très, très fortement réglementée, dans laquelle la puissance publique détermine le type de placement, les conditions dans lesquelles nous pouvons placer et le niveau de risque que nous avons le droit de prendre. Alors, quel rapport avec la transition énergétique et avec nos sujets? Nous savons un certain nombre de choses sur les questions énergétiques, et il y a ici, à ma gauche, une telle brochette des meilleurs spécialistes français ou mondiaux que je m'en voudrais évidemment là pour le coup de vous faire un cours même simplifié. Mais je vais vous donner, on va dire, la perception d'un acteur. Il y a deux choses que je sais. Je ne veux pas dire qu'on sait parce qu'on en sait beaucoup plus que deux, mais moi j'en sais deux. La première, c'est que le degré de flexibilité d'une structure énergétique est extrêmement faible. C'est-à-dire que quand on a une consommation d'énergie qui est très fortement concentrée sur un certain type d'énergie, le temps de passer à d'autres types d'énergie est très très long, parce qu'il y a des infrastructures et que tout ça se compte en décennies et pas en semaines ou en mois. Autrement dit, on a aujourd'hui une domination massive des énergies carbonées. Ce n'est pas en un jour, ni en un mois, ni en un an qu'on change. La deuxième chose qu'on sait, c'est que l'efficacité énergétique n'est pas non plus quelque chose qui se change en un jour. On a certains niveaux d'efficacité énergétique, et ce n'est pas en un jour que, à travers les économies d'énergie, les investissements dans le logement, dans les technologies de moteurs à explosion, etc., ça change. Cette rigidité veut dire quoi? Elle veut dire que dans des hypothèses de variation, soit de la ressource, soit du prix, mais c'est la même chose,
massive et significative, en réalité, il n'y a pas de temps d'adaptation. Et donc, qu'un risque énergétique, c'est un risque majeur. Et un investisseur qui est lourdement exposé au prix de l'énergie ou à la quantité d'énergie disponible est un investisseur en très fort risque. Alors, comme je viens de dire que nous, on était sur des risques, sur des placements très longs, évidemment, mesurer que sur la croissance économique, sur la disponibilité ou le prix de l'énergie, nous courons un risque très important sur la quasi-totalité de nos investissements, ça questionne quand même. On se dit, mais quand même, prendre en compte la structure des facteurs, des facteurs énergétiques, prendre en compte le degré d'efficacité énergétique dans nos investissements sur la durée sur laquelle nous les faisons. Je ne vous ai pas donné de chiffres, mais la durée moyenne de nos engagements est, selon le type de produit, 10 ans, 15 ans, 30 ans. Donc on est vraiment sur le long terme, on n'est pas sur 3-4 ans. Ce que j'appelle long terme, c'est du vrai long terme. Donc penser que nous n'investissons pas en prenant en compte ce risque de premier ordre serait évidemment tout à fait irresponsable. Or, d'une certaine manière, c'est ce que nous faisons tous. Alors pourquoi? Parce que ce que je viens de vous dire là n'a rien de très génial, honnêtement. Et là encore, je crois qu'on n'a pas besoin d'être grand spécialiste pour avoir conscience de cela. En tout cas aujourd'hui. Et donc, le directeur général d'une grande compagnie d'assurance vous dit ça, on se dit nécessairement, bon ben alors donc voilà, le problème est quasiment réglé. Or, il ne l'est pas. On le sait. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que, en réalité, le système de contraintes dans lequel nous vivons, microéconomiquement, nous, acteurs de l'économie financière, ne prend en compte aucun des constats que je viens de faire sur le risque énergétique. Aucun. Et je vais essayer de vous le dire. Et donc, par rapport à cela, comme nos clients ne font pas de politique, et je le dis avec le sourire, ça veut dire quoi, ils ne font pas de politique? Ça veut dire qu'ils voient ce qu'ils touchent. Ce qu'ils touchent, c'est une réglementation censée les protéger, c'est un taux de rendement des actifs qui leur appartiennent et que nous investissons pour leur compte, et un niveau de risque mesuré et perçu par la réglementation, par la comptabilité sur ces investissements. Aucun de ces éléments ne prend en compte le risque que je viens de décrire. Aucun aujourd'hui. Par conséquent, la capacité d'un acteur à prendre en compte ce risque, dès lors que cet acteur est inscrit dans un jeu de contraintes réglementaires, commerciales, de marché, est extrêmement faible. Je ne vais pas dire nul, c'est jamais nul, mais extrêmement faible. Et c'est ça l'enjeu. Alors, je vais juste, pour ne pas être trop long, détailler ces différents éléments, mais en quelques minutes. Je vais commencer par la contrainte réglementaire. C'est la plus étonnante. Nous avions dans le monde de l'assurance jusqu'à aujourd'hui, même jusqu'à la fin de l'année, mais enfin, disons en gros jusqu'à maintenant, un système de réglementation prudentielle, c'est-à-dire en gros ce qui détermine nos règles de placement. Je vais faire très très simple. Qui datait de fort longtemps et qui était fondé sur une philosophie de long terme. De trop long terme, il faut le reconnaître, au sens où elle prenait quasiment pas en compte les risques financiers de court terme. Mais elle avait cette vertu d'être en réalité assez fortement incitative à des placements très longs. Cette réglementation a été modifiée à la suite, notamment, mais disons accélérée en tout cas par la crise de 2007, 2008, etc., qui a amené les régulateurs mondiaux à revoir complètement les modèles de régulation. Et la nouvelle réglementation, du point de vue qui nous occupe aujourd'hui, est en régression extrêmement forte par rapport à la réglementation antérieure. Elle est en progression forte, je vous rassure, sur le plan de la sécurité financière à court terme. C'était l'objectif. C'est un objectif qui a été considéré comme représentant l'ensemble des enjeux. Et on a totalement oublié le second objectif, qui aurait pu être quand même de réfléchir à ce que signifient sur le plan économique les placements des compagnies. De ce point de vue-là, elle est en régression, puisque, pour le dire en un mot, elle positionne à 1 an le long terme. Et que les risques qui sont mesurés et que nous sommes censés couvrir par nos fonds propres, par nos politiques, etc., sont des risques à 1 an. Évidemment, ils ne prennent pas en compte ce que je viens d'indiquer. Pas du tout. Et ils ne peuvent pas le prendre en compte. Donc là, on a quand même un petit sujet. Deuxièmement, lorsqu'un client regarde le rendement d'un actif, d'un assureur, etc.,
il le regarde évidemment sur la base des informations financières qui sont fournies, de la manière dont nous mesurons la valeur de nos actifs et ce qu'ils nous rapportent. Comment mesure-t-on la valeur d'un actif et ce qu'il nous rapporte? À travers une technique qu'on connaît bien, qui n'est pas considérée comme très centrale, mais qui en réalité l'est, qui est la comptabilité. Et aujourd'hui, la comptabilité, dite IFRS, donc très fortement marquée par des visions purement, je dirais, boursières, au sens, et je suis ici dans un bâtiment qui ne peut évidemment laisser le moindre doute sur mon immense respect pour la bourse. Je crois, par métier, j'y passe beaucoup de temps, mais boursière au sens où correspondant à des visions de transactions de court terme. Pourquoi? Bien parce que la valorisation d'un actif, dans mon bilan par exemple, là encore je simplifie, de plus en plus sera la valorisation, alors cette fois-ci pas de dans un an, d'aujourd'hui, de ce soir. Et demain elle sera différente. Donc à l'évidence, elle n'est pas du tout en mesure de prendre en compte des éléments de stabilité et de vision de comptabilité. Je n'ai pas peur d'être ringard, je vous le dis tout de suite, ça me détend quand je parle. Étaient des systèmes qui, par construction, étaient des systèmes de vision de très long terme, dans lesquels on ne cherchait pas l'illusion de la valeur en la fixant au niveau de la valeur financière d'aujourd'hui, qui est une réalité, hein, il ne s'agit pas de dire qu'elle est fictive, elle correspond à la valeur d'une transaction aujourd'hui, donc c'est une réalité, mais c'est une réalité parmi beaucoup d'autres. Et celle qui était choisie était différente. C'est une réalité de long terme. Là encore, on a régressé de ce point de vue-là. D'autres égards, on a progressé. Hein, je suis en train de parler de nos sujets. Mais on voit bien que, et je vais arrêter là les exemples, on pourrait y passer beaucoup de temps, c'est un sujet que je crois très passionnant, qu'à travers deux outils majeurs, dont aucun des deux, je le souligne en passant, n'est fiscal. Parce que je vais ajouter mon troisième point qui est fiscal, mais par les temps qui courent, je ne vais pas le mettre en exergue. Aucun de ces deux outils n'a pris en compte, fût-ce de manière accessoire, le fait que toute réglementation, au-delà de son objet propre, a des effets économiques. Ça, on le sait pour la fiscalité. On sait depuis fort longtemps que la fiscalité, ça ne sert pas seulement à faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, ce qui est quand même son objet premier, mais que ça a pour effet, et c'est devenu avec le temps, ce n'était pas le cas du temps de Philippe le Bel, mais aujourd'hui c'est le cas, un outil de politique économique. Ça, on le sait pour la fiscalité. Et on fait attention, quand on augmente ou qu'on diminue la TVA, aux effets que ça a sur les prix, l'inflation, la consommation, le revenu des ménages, et pas seulement au fait que ça va rapporter tant ou tant. Mais quand on fait de la réglementation comptable ou de la réglementation prudentielle, on fait attention au fait de savoir si ça va permettre, et c'est bien, de protéger contre tel ou tel risque ou d'informer de telle ou telle manière. On ne fait pas attention au fait que, par ailleurs, ça a des effets du premier ordre sur le comportement des acteurs et donc sur les évolutions économiques, les choix d'investissement et le modèle de croissance. On n'y prête pas attention. Et pourquoi on n'y prête pas attention? Simplement parce que ce n'est pas du tout par mauvaise volonté. C'est parce que les mécanismes de décision, à la différence de ceux qui concernent l'impôt, sont des mécanismes de décision purement technocratiques dans lesquels le politique, en réalité, n'intervient pas. Alors, quand on dit tout ça, on ajoute la cerise sur le gâteau, qui est que dans les signaux que nous donne le système, le signal fiscal n'existe pas non plus. Ça, c'est tellement connu que je le dis de manière très latérale, mais on voit bien que dans la constitution des prix des différentes formes d'actifs, il n'y a évidemment aucun indicateur fiscal qui prenne en compte aujourd'hui les éléments que je viens d'indiquer. Et donc, merci Michel de me rappeler à mes devoirs, j'ai terminé, puisque tout ceci ne fait qu'ouvrir un débat, c'était mon rôle aujourd'hui. Il est de dire que la réflexion sur la prise en compte de la transition énergétique et des enjeux énergétiques dans le comportement des acteurs, c'est évidemment la volonté et le volontarisme de chaque acteur, mais ce que je voulais vous faire mesurer aujourd'hui, c'est qu'il faut beaucoup de volontarisme pour un acteur individuel pour pouvoir faire en réalité très peu de choses, et que tout ce qui peut être fait, et c'est pour ça que ce que nous faisons ce matin est vraiment essentiel, pour faire évoluer et les mentalités et le cadre réglementaire et législativement fondamental, alors même que cette prise de conscience commence à arriver, mais est très loin d'être au point où elle permettrait effectivement la bonne et utile utilisation de ces leviers pour que les acteurs financiers soient des contributeurs du premier ordre à la transition énergétique. Voilà, je vous remercie et je pense que la matinée a de quoi faire.
Bon, j'espère qu'on a bien enregistré Frédéric là. Vous aurez tous le script parce que ça fera date.